Bonjour, on va résoudre ensemble la série 1 qui porte sur la pression de vapeur saturante et la pression osmotique. Alors, on commence par l'exercice 1. On nous dit calculer dans les conditions normales de température et de pression la distance moyenne entre deux molécules de gaz. Et on supposera par exemple, on nous dit ça, que le volume alloué à une molécule est un cube. Et la deuxième question, déterminer la distance moyenne entre deux molécules d'eau liquide. Alors on commence, on répond, on commence par la première question. Alors on nous dit, on va prendre la supposition, on va supposer que le volume alloué à la molécule est un cube d'arête A. On considère un cube, donc un gaz moléculaire, mais on sait qu'on a des gaz atomiques tels que l'argon, l'hélium, c'est des gaz monoatomiques. Alors on va considérer ici, il n'y a pas de différence, la réponse elle est valable pour la molécule ou bien pour l'atome. On va supposer que le volume alloué à la molécule est un cube d'arête A. Voilà ce cube, il a une arête A. Et donc, que veut dire ce dessin-là? C'est quoi ce cube d'arête A? Alors, la molécule, c'est pas le volume de la molécule, c'est le volume de la chambre allouée à la molécule. On va imaginer la chose comme ça. Nous avons une mole de gaz, et donc les molécules, on sait qu'elles vont dans toutes les directions, elles sont, donc c'est excité, ça va dans toutes les directions. On sait que le volume molaire c'est 22,4 litres. Alors ce volume qui est 22,4 litres, on va le partager en chambres, et chaque molécule aura sa propre chambre. Il ne faut pas oublier que ces 22,4 litres, c'est pas le volume, c'est pas la somme des volumes réels de chaque molécule. Non, il y a du vide, donc c'est le volume du vide plus le volume des molécules. Donc la molécule n'est pas confinée dans une chambre, elle peut aller partout, mais juste on va arranger les chambres, on va dire chaque molécule elle a sa propre chambre, bien sûr ça bouge dans tous les sens. Alors si on représente l'ensemble le volume bien sûr de cette chambre, c'est A au cube, puisque c'est un cube. Maintenant si on revient à toutes les molécules qui existent dans le gaz, dans la mole de gaz, on va les représenter comme ça, comme sur la figure, c'est-à-dire des cubes, un cube à côté de l'autre cube, à côté de l'autre cube, ils sont juxtaposés, donc l'un à côté de l'autre. Et on voit bien maintenant que la distance entre une chambre et l'autre, c'est A. Parce que quand on part d'une chambre, un cube et l'autre cube qui vient juste à côté de lui, on va partir du centre du premier cube vers le centre du deuxième cube. Alors du centre du premier cube vers le centre du deuxième cube, c'est A sur 2 pour le premier cube, et A sur 2 pour le deuxième cube, et du coup la distance entre deux molécules, la question calculer la distance moyenne entre deux molécules de gaz, c'est en fait A. C'est ça, c'est A. Donc il faut calculer A. Comment calculer A? Pour avoir A, il faut calculer petit v, qui est le volume de la chambre. Et petit v, c'est quoi? Si on sait que V, le volume molaire d'un gaz, c'est 22,4 litres, si on sait que dans un gaz, nous avons le nombre d'Avogadro, alors le volume d'une seule chambre, ce sera le nombre d'Avogadro, donc ce sera le nombre d'Avogadro divisé par le nombre, plutôt ce sera le volume molaire divisé par le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc petit v, c'est le volume molaire sur N. Une fois qu'on a calculé petit v, voilà, on peut le calculer de suite, c'est 22,4 fois 10 à la puissance moins 3, pour convertir en mètres cubes, divisé par 6,02 fois 10 à la puissance 23. Une fois qu'on a trouvé petit v, on sait que v est égal à A au cube, et donc A, c'est la racine cubique de v. Tout calcul fait, on obtient 33,3 fois 10 à la puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 33,3 angstroms. Et donc A, c'est la distance entre deux molécules de gaz. Alors maintenant pour la deuxième question, déterminer la distance moyenne entre deux molécules d'eau liquide. Alors c'est la première question qui se répète, mais là on va travailler pour l'eau liquide. Alors si on regarde la première question, il nous faut aller donc on sait que A c'est racine cubique de V, et on sait que V, le volume d'une seule molécule, c'est le volume molaire divisé par le nombre d'Avogadro. Alors pour l'eau liquide, il suffit, si on arrive à calculer le volume d'une mole d'eau liquide, à ce moment-là, le calcul sera tout simple. D'accord? Si on connaît le volume molaire de l'eau liquide, alors on divisera par 1 pour trouver le volume d'une seule molécule, et ensuite on fera la racine cubique pour trouver petit a. Voilà, il nous suffit donc pour la deuxième question de trouver le volume molaire de l'eau liquide. Alors qu'est-ce qu'on sait concernant l'eau liquide? On sait que ρ, la masse volumique, c'est 1 g par centimètre cube. Et on sait que la masse molaire de l'eau, c'est 18 g par mol. Et donc, si 1 g,
ça occupe 1 cm3, donc 18 grammes, ça va occuper 18 cm3. Tout simplement, le volume molaire, c'est 18 cm3. Si on sait que la relation ρ, c'est m sur V, donc V. Et on fait à partir de la relation ρ égale à m sur V pour le calcul, mais là, c'est évidemment, puisque 1 gramme, ça occupe 1 cm3, 18 grammes, ça occupe 18 cm3. On a trouvé le volume molaire, on peut donc calculer le volume d'une seule molécule, qui est le volume molaire divisé par le nombre d'Avogadro, et ensuite on va trouver petit a, qui est la racine cubique de V, 3,1 angstrom, et petit a, c'est la distance entre deux molécules d'eau liquide. Alors, quel est le but de cet exercice? Puisqu'on a vu dans le cours que les liquides, c'est condensé, les gaz, donc ça va dans toutes les directions. Et là, on a donc, d'après ce qu'on vient de calculer, on a trouvé que pour la distance entre deux molécules de gaz, c'est 33,33 angstrom. Et pour entre deux molécules de liquide, c'est 3,1 angstrom. Donc la remarque qu'on va faire, on va dire que la distance petit a pour les gaz, elle est beaucoup plus grande que petit a pour les liquides. La distance entre deux molécules de gaz, elle est beaucoup plus grande que la distance entre deux molécules de liquide. C'est normal parce que les liquides, c'est condensé et les gaz, c'est dispersé. L'exercice numéro 2, on nous dit quelle masse minimale d'eau en grammes doit-on introduire dans une enceinte de 5 litres à la température de 37 degrés Celsius pour obtenir de la vapeur saturante. Et pour la deuxième question, on nous dit on comprime cette enceinte de 5 à 3 litres, puis on y introduit 0,219 g d'eau. Que vaudrait alors la pression de la vapeur? La troisième question, on nous dit même question que 2, mais en prenant le volume V égale à 10 litres comme étant le volume final de l'enceinte. C'est-à-dire, dans la question 2, on nous dit que vaut la pression de vapeur. Alors, on va répondre la première question. On commence par la première question. On nous a dit dans la première question, on nous a demandé de calculer la masse minimale d'eau qu'on doit introduire dans l'enceinte dont le volume est de 5 litres afin d'obtenir de la vapeur saturante. Voilà, donc on va commencer par calculer le nombre de moles d'eau, N, qu'on va désigner par N, qui va suffire, donc ces moles, elles vont suffire pour saturer l'enceinte de vapeur. Nous avons une enceinte dont le volume est de 5 litres, on nous a donné la température qui est de 37 degrés, et voilà, donc on va calculer quel est le nombre de moles qui va nous suffire pour saturer cette enceinte de vapeur. Alors on va considérer que la vapeur est un gaz parfait et on applique la loi des gaz parfaits PV égale à nRT et on va mettre P saturation parce que la question c'est de savoir combien il nous faut pour avoir de la vapeur saturante. Et si on a la vapeur saturante, c'est-à-dire la pression, ce sera la pression de la saturation. Alors dans cette formule, on connaît V qui est égal à 5 litres, on connaît la température, on connaît la pression de saturation, on nous l'a donné, donc on connaît la valeur de la pression de la saturation, et donc il nous faudra juste tirer N. Alors on va écrire N, c'est P saturation fois V sur RT, on remplace P saturation par sa valeur, et V par sa valeur, et T par sa valeur, et on obtient, tout calcul fait, 0,012 mol. Alors, la masse, donc il nous faut 0,012 mol d'eau pour saturer l'enceinte. La masse qui va correspondre à ce nombre de moles, c'est donc la relation M égale à N, le nombre de moles par la masse molaire, elle vaut 0,219 grammes. Alors cette masse, c'est une masse minimale. Donc on a répondu à la question. Pourquoi elle est minimale? Alors, parce que donc si on dépose 0,219 grammes de vapeur, d'eau plutôt, si on dépose 0,219 grammes d'eau dans l'enceinte de 5 litres, elle se transformera entièrement en vapeur saturante. On ne doit pas déposer moins que ça. Moins que ça, ce ne sera pas une vapeur saturante. Il y aura de la vapeur, mais elle ne sera pas saturante. Si on dépose plus, alors 0,219 grammes vont se transformer en vapeur saturante et le reste restera à l'état liquide. La différence restera à l'état liquide. C'est une masse minimum au-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Si on met moins que 0,219, on aura de la vapeur, mais elle ne sera pas saturante. Alors, tout comme la masse qui est 0,219 grammes est une masse minimale, le nombre de moles qui est 0,012 mol est un nombre de moles minimum. Alors,
Pour la deuxième question, on nous dit on comprime cette enceinte de 5 à 3 litres. Puis on y introduit 0,219 g d'eau. Que vaudrait alors la pression de vapeur? Alors là, c'est une autre expérience, c'est pas la première. La première, l'enceinte elle était vide, on nous a dit combien il faut mettre dans cette enceinte de 5 litres pour avoir de la vapeur saturante. Maintenant, on change le volume, on comprime, c'est-à-dire on change le volume de l'enceinte, puis, c'est-à-dire c'est un nouveau volume. Puis on y introduit 0,219 g que vaut la pression de la vapeur obtenue. Alors, on sait qu'on a calculé dans la première question le nombre de moles qui va suffire pour saturer l'enceinte de 5 litres. On va refaire la même chose, on va calculer le nombre de moles qui va suffire pour saturer l'enceinte de 3 litres dans les conditions de température et de pression de saturation qu'on nous a données. Alors, N c'est P saturation fois V sur RT, tout calcul fait, on trouve 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, pour saturer, on va dire, pour saturer l'enceinte de 3 litres, il nous faut 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol d'eau. Nous, qu'est-ce qu'on a? Combien de moles d'eau nous avons? Alors, nous disposons de 0,219 g, c'est-à-dire 0,012 mol. Voilà ce dont on a. Alors, on nous dit, vous avez une enceinte de 3 litres, vous allez mettre dans cette enceinte 0,012 mol. Que va-t-il se passer? Nous, on sait que si on met 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol, on aura de la vapeur saturante. Alors, ici, on a plus que 7,3 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, que va-t-il se passer? On va dire, il nous faut juste 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol pour saturer l'enceinte. Donc, on a plus qu'il n'en faut. Alors, que va-t-il se passer? Il va se passer que les 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol vont se transformer en vapeur saturante et le reste restera à l'état liquide, c'est-à-dire la différence 0,012 moins 7,3 fois 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire 4,96 fois 10 à la puissance moins 3 mol, resteront à l'état liquide. Voilà, donc on récapitule. L'enceinte, elle a un volume de 3 litres. On a calculé, on a dit qu'il nous faut 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol pour la saturer. Nous, on nous a donné plus que ça. Donc, l'excédent va rester à l'état liquide. Voilà. Alors, on va dire, on n'a pas répondu à la question. Là, on nous dit dans la question, que vaudrait alors la pression de vapeur? Alors, on a dit 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol vont se transformer en vapeur saturante et le reste restera à l'état liquide. Alors, la vapeur que l'on va obtenir, ce sera une vapeur saturante. Et la pression de la vapeur saturante, on nous l'a donné déjà, c'est 6,27 kPa. Une petite remarque, ici, le volume de l'enceinte, c'est 3 litres. Et la masse d'eau qui a été, donc le nombre de moles d'eau, c'est 0,012 mol, 0,219 g, c'est-à-dire 0,219 cm3, c'est très faible par rapport à 3 litres. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol se transforme en vapeur saturante. Quel est le volume qu'on a attribué à ces 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol? On leur a attribué le volume de 3 litres. Réellement, c'est pas juste, parce que nous avons 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol qui se transforme en vapeur, et 4,96 fois 10 à la puissance moins 3 mol reste à l'état liquide. Alors là, c'est comme si on avait dit que les 4,96 fois 10 à la puissance moins 3 mol d'eau qui restent à l'état liquide n'ont pas de volume, c'est un volume négligeable. C'est pour cela on peut dire que 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol occupe tout le volume de 3 litres. C'est possible de dire ça parce qu'en fait 4,96 fois 10 à la puissance moins 3 mol, c'est le volume que peuvent occuper ces mols-là, c'est un volume négligeable. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas 4,96 fois 10 à la puissance moins 3, si on avait par exemple 2 mols d'eau, et 2 mols c'est 36 grammes, 36 cm3, c'est pas négligeable devant 3 litres. Alors là, la méthode de calcul va changer. Et là, ce sera l'exercice suivant. Dans la troisième question, on nous dit que le volume c'est 10 litres et reprendre la question 2 et appliquer cette question pour le volume 10 litres. Alors dans la question 2, on nous a dit, on introduit dans l'enceinte 0,219 g que vaut la pression de vapeur. Là, pareil, on va introduire 0,219 g et on va étudier ce cas. Alors si le volume V est égal à 10 litres, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord
par calculer le nombre de moles qui est nécessaire pour saturer l'enceinte de vapeur, le nombre minimum. Alors, c'est tout calcul fait, N c'est P saturation fois V sur RT. On remplace le volume par 10 litres et on obtient 0,024 moles. Là, on voit qu'il nous faut 0,024 moles pour saturer l'enceinte. Et nous, combien de moles on a? On a 0,219 grammes, c'est-à-dire 0,012 moles. Alors, le nombre qu'on a, il est plus faible que le nombre minimum nécessaire pour saturer l'enceinte. Alors, ces moles, ces 0,012 moles, vont se transformer en vapeur. Mais leur vapeur ne pourra pas saturer l'enceinte, parce que pour saturer, il faut 0,024 moles. Nous, on est à 0,012 moles, donc on ne pourra jamais saturer l'enceinte. Et on va dire donc, ces 0,012 moles vont se transformer entièrement en vapeur non saturante. C'est une vapeur, donc on peut appliquer la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT, P indice V pour dire c'est une vapeur, c'est la pression de la vapeur, fois V égale à nRT, la température, maintenant nous avons la température, nous avons le nombre de moles qui est de 0,012, c'est le nombre de moles dont on dispose, et nous avons le volume, on peut calculer la pression de vapeur et on trouve 3091,32 pascal. Alors, on voit bien que cette pression, elle est inférieure à la pression de saturation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à la saturation. Pour saturer, il faut 0,024 moles. Donc, nous, on est en bas. On est à 0,012 moles. Donc, la vapeur que vont nous donner ces 0,012 moles ne pourra pas saturer l'enceinte. Parce que le nombre minimum qu'il faut, c'est 0,024 moles. Donc, ce sera une pression inférieure à la pression de saturation. Une petite remarque. Alors, dans la première question, on avait calculé le nombre de moles, la masse minimale. On a dit la masse minimale qu'il faut pour saturer l'enceinte et le nombre de moles, il était minimum. Comme ici, 0,024 moles, c'est un nombre de moles minimum. Si on a 0,024 moles, on aura la vapeur saturante. Si on a plus, on aura de la vapeur saturante et le reste à l'état liquide. Si on a moins, on aura de la vapeur qui ne sera pas saturante. Alors, là, la vapeur saturante, une fois qu'on a obtenu la vapeur saturante, on sait que le nombre de moles de la vapeur saturante, c'est 0,024 moles. Alors, une fois qu'on a obtenu cette vapeur saturante, est-ce qu'on peut encore rajouter de la vapeur saturante? C'est-à-dire, on va dire, par exemple, on a, au lieu de 0,024, on a 0,025 moles. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 0,024 moles vont se transformer en vapeur saturante et 0,001 moles vont rester à l'état liquide. Alors, est-ce qu'on peut dire 0,025 moles vont se transformer en vapeur saturante? Non. C'est-à-dire le nombre de moles de la vapeur saturante une fois formée et la masse de la vapeur saturante une fois obtenue sont maximum. Donc, on parle de masse minimale et on parle de masse maximale. La masse minimale, c'est la masse de l'eau liquide qu'on met dans l'enceinte pour avoir de la vapeur saturante. Pourquoi elle est minimale? Ça veut dire qu'on peut mettre plus, mais l'excédent restera à l'état liquide. La masse maximale, ça concerne la vapeur saturante obtenue. La masse maximale, c'est la masse de la vapeur saturante obtenue. Alors, une fois qu'on a obtenu de la vapeur saturante, sa masse et son nombre de moles ne peuvent plus augmenter parce qu'on ne peut pas former plus de vapeur. On a dit dans le cours que s'il y a 3 moles par exemple de liquide qui passent encore à l'état de vapeur, 3 moles de vapeur vont descendre à l'état liquide parce qu'on a assuré la saturation, plus aucun nombre de moles ne pourra être ajouté. Donc la masse, elle est maximale pour la vapeur saturante une fois qu'on a obtenu cette vapeur saturante, et la masse, elle est minimale pour la masse de liquide qu'on peut introduire dans l'enceinte. Alors l'exercice suivant nous dit on introduit 10 g d'éther liquide dans une ampoule scellée de volume 20 cm3 préalablement vidée. La température pendant l'opération reste constante et elle vaut 18 degrés Celsius. La première question, quelle sera la masse maximale de vapeur d'éther dans l'ampoule? Et la deuxième question, quelle sera alors la composition en masse et volume de l'état d'équilibre final? Et on assimilera la vapeur à un gaz parfait et on donne pour l'éther
la pression de saturation à 18 degrés, la masse volumique de l'éther liquide et la masse molaire. On répond à la première question dans laquelle on nous a donné donc 10 grammes. On nous dit qu'on introduit 10 grammes d'éther liquide dans une ampoule scellée de volume 20 cm3 et cette ampoule elle est vide et on nous donne la température. On nous dit quelle sera la masse maximale de vapeur d'éther dans l'ampoule. Alors on va faire comme on a pris l'habitude de faire, on va calculer le nombre de moles d'éther liquide bien sûr qui vont suffire pour saturer l'enceinte de vapeur. Donc on va dire que cette vapeur, comme on a appris à le faire, est un gaz parfait. On applique la loi des gaz parfaits. P saturation fois V c'est égal à N RT. Donc N c'est P saturation fois V sur N sur R fois T. On nous a donné le volume, c'est 20 cm3. La pression de saturation pour 18 degrés Celsius, on nous l'a donné. La température, c'est 18 degrés Celsius, donc on va la convertir en Kelvin. Et on calcule N. Alors, N, c'est P saturation fois V sur RT, c'est-à-dire, alors 400 fois 20 fois 10 à la puissance moins 6. Là, pourquoi on a divisé par 7,5 fois 10 à la puissance moins 3? Parce que la pression qu'on nous a donnée de saturation à 18 degrés, c'est 400 mm de mercure. On doit convertir en pascal. Et on sait que 1 pascal, c'est 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 mm de mercure. Et tout calcul fait, on obtient 4,41 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Alors, on a obtenu le nombre de moles. On peut calculer la masse qui lui correspond, sachant que la masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. On fait donc la masse molaire de l'éther liquide, c'est 74. Et on obtient 0,0326 grammes. Alors, cette masse 0,0326 grammes, c'est d'une part la masse minimale d'éther liquide à introduire dans l'enceinte. Minimale, c'est-à-dire que pour avoir une vapeur saturante, on introduit au minimum 0,0326 grammes. Si on introduit plus que ça, l'excédent restera à l'état liquide. Et c'est aussi la masse maximale de vapeur d'éther qui peut saturer l'enceinte. Alors, si on introduit 0,0326 grammes, cette masse va se transformer entièrement en vapeur saturante. Cette vapeur saturante, on a le nombre de moles, donc on multiplie par le nombre de masse molaire et on obtient toujours 0,0326 grammes. Alors, si on met plus que ça, par exemple, on met plus que ça, alors on avait dit que si on met au départ, plus de 0,0326 grammes d'éther liquide, alors les 0,0326 se transforment en vapeur saturante et le reste restera, l'excédent restera à l'état liquide. C'est-à-dire que la masse de la vapeur saturante, elle sera maximale. Ça veut dire que, parce qu'on sait que le nombre de moles qui vont saturer l'enceinte est un nombre de moles à ne pas dépasser. Une fois qu'on a saturé, on ne peut pas dépasser. Si on rajoute par exemple un certain nombre de moles de l'éther à l'état gazeux, ils vont redevenir éther liquide. Donc c'est pour ça que la masse, elle est maximum. La masse de l'éther liquide qu'on introduit, elle est minimale. La masse de vapeur saturante qu'on obtient, elle est maximale. Alors, donc, on peut dire qu'on a répondu à la question. Parce qu'on nous dit quelle sera la masse maximale de vapeur d'éther. La masse maximale, c'est 0,0326 grammes. Mais c'est pas, doit vérifier si nos calculs sont justes. Combien on a? Alors, on sait que nous disposons de 10 grammes d'éther liquide. Ça veut dire, ces 10 grammes d'éther liquide, on va dire que 0,0326 grammes se transforme en vapeur saturante de volume 20 cm3. On va saturer l'enceinte de volume 20 cm3 avec 0,0326 grammes. Et l'excédent, c'est-à-dire le reste, sera à l'état liquide. Donc, le reste, ça veut dire 10 moins 0,0326, c'est-à-dire 9674 grammes, resteront à l'état liquide. Mais quel est le volume de cet état liquide? Comment calculer le volume de l'éther liquide qui reste? On a la relation ρ, c'est M sur V. Donc, V, c'est M sur ρ. Nous avons la masse volumique de l'éther liquide qui est égale à 0,713 grammes par centimètre cube. On nous l'a donné à la fin dans les données de l'exercice. Et on obtient 13,97 cm3. C'est-à-dire, on a une enceinte qui mesure 20 cm3. Dans cette enceinte, on va avoir de l'éther à l'état gazeux qui a un volume de 20 cm3
et de l'éther à l'état liquide qui aura un volume de 13,97 cm3. Alors on se rend compte que le volume de l'enceinte, c'est pas égal au volume du gaz plus le volume du liquide. Donc là, on va dire que l'approche des calculs n'est pas juste. Ça aurait été juste si on avait un volume liquide qui est négligeable. Si on avait par exemple un volume d'éther liquide négligeable, alors à ce moment-là, on aurait dit que c'est bon, c'est juste, les calculs sont justes. Mais nos calculs ne sont pas acceptables parce que si on arrive à un volume de l'enceinte qui n'est pas égal à le volume de l'éther liquide plus le volume de l'éther gazeux, on doit refaire les calculs et c'est pour cela qu'on va passer à la question 2 dans laquelle on nous demande quelle sera alors la composition en masse et volume de l'état d'équilibre final. Ça justifie la question 2. Alors, dans la question 2, on va dire à l'équilibre, on aura de l'éther liquide L et de l'éther gazeux G. Donc on sait que 10 grammes, c'est la masse du gaz plus la masse du liquide, obligatoirement. Et on sait aussi que 20 cm3, ce sera le volume du gaz, c'est-à-dire la vapeur saturante, plus le volume du liquide. Là, on nous demande, on a 4 inconnus, M liquide, M gaz, V liquide et V gaz. On va essayer de relier ces inconnus donc entre eux, donc entre elles plutôt. Alors, la masse et le volume, on sait qu'ils sont reliés par la relation ρ égale à M sur V. Ça veut dire que le volume du liquide, c'est la masse du liquide sur ρ du liquide. ρ du liquide, on nous l'a donné, c'est 0,713. Et la masse du gaz, c'est le volume du gaz, c'est la masse du gaz sur la masse volumique du gaz. Mais est-ce qu'on a la masse volumique du gaz? On ne l'a pas. Alors, à la fin de l'exercice, on nous dit, on donne, ρ, c'est 0,713 grammes par centimètre cube, c'est pour l'éther liquide. Alors, on devra calculer la masse volumique du gaz, c'est-à-dire la masse volumique de l'éther liquide, plutôt de l'éther gazeux. Alors, on revient à la question 1. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la question 1? On avait dit dans la question 1 que si on introduit 0,0326 grammes d'éther liquide, cette masse-là va se transformer en vapeur qui va saturer l'enceinte. Elle va donc saturer l'enceinte dont le volume est égal à 20 cm3. C'est-à-dire, on ne va pas introduire 10 grammes, on va introduire juste ce qu'il faut. Si on introduit 0,0326 grammes, c'est juste ce qu'il faut, c'est la masse minimale de liquide, c'est la masse maximale de gaz, alors on aura une vapeur qui va saturer l'enceinte qui mesure 20 cm3. Alors là, on constate que nous avons un volume et une masse pour le gaz. La masse du gaz, ou bien de la vapeur saturante, c'est 0,0326 grammes, et le volume, c'est 20 cm3. Donc on peut calculer la masse volumique du gaz, qui est donc plutôt, oui, ρ, c'est M sur V, c'est-à-dire 0,0326 divisé par 20, et on obtient 0,00163 grammes par centimètre cube. Alors, on va remplacer donc cette information dans l'équation 2, qui va devenir donc 20 cm3, c'est M liquide sur 0,713, plus M du gaz sur 0,00163, et donc là, on regarde l'équation 1, elle a deux inconnus qui sont la masse liquide et la masse du gaz. Et l'équation 2, elle a deux inconnus, la masse du liquide et la masse du gaz. Donc on va construire un système de deux équations à deux inconnus. 10, c'est M liquide plus M gaz. Et 20, c'est M liquide sur 0,713 plus M gaz sur 0,00163. Donc on résout facilement ce système d'équations. On obtient la masse de l'éther liquide, c'est 9,99 grammes. Et la masse de l'éther gazeux, c'est 0,01 grammes. C'est-à-dire la masse maximale de vapeur d'éther dans l'ampoule, c'est 0,01 grammes. Bien sûr. Alors, on récapitule. Si on introduit uniquement 0,0326 grammes, alors on aura la masse maximum. Ça, c'est la masse minimum de l'éther liquide. Et ça, c'est la masse maximum de l'éther gazeux. Donc, on va dire, si on introduit uniquement 0,0326 grammes, toute cette masse va se transformer en vapeur saturante. Mais si on introduit 10 grammes, alors on n'aura pas toute cette masse qui va se transformer. Donc, on n'aura pas 0,0326 grammes, on aura uniquement 0,01 grammes d'éther gazeux. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire de la vapeur saturante. Voilà. Et voilà, donc, puisqu'on a trouvé M liquide et M gazeux, on peut trouver V liquide et V gazeux, puisqu'on sait que V liquide, c'est M liquide sur ρ liquide, et V gazeux, c'est M gazeux sur ρ gazeux. Et on obtient
la valeur 14 cm3 pour le volume du liquide et 6 cm3 pour le volume de l'éther à l'état gazeux. Et donc c'est ça la composition en masse et en volume de l'état d'équilibre final. L'exercice 4, on nous dit, on considère à la température T un solut TA en solution dans deux fluides 1 et 2 non miscibles. On notera mu1 0 le potentiel standard de A dans le solvant 1 et mu2 0 le potentiel standard de A dans le solvant 2. Les deux solutions sont considérées idéales. Alors la première question, quelle relation a-t-on à l'équilibre entre le potentiel chimique mu1 de A dans 1 et le potentiel chimique mu2 de A dans 2? La deuxième question nous dit en déduire qu'à l'équilibre, les concentrations C1 et C2 de A dans 1 et 2 sont reliées par C2 sur C1 égale à K, où K est une constante à déterminer et qui ne dépend que de la température. La troisième question, on nous dit dans un récipient, on verse 1 litre d'eau qui représente le solvant 1 et 1 litre de benzène, c'est le solvant 2, tous deux des liquides non miscibles. Ensuite, on introduit une millimole de phénol qui représente le solut A dans ce récipient. Alors, celui-ci, on parle du phénol, se dissout dans l'eau et le benzène. Déterminer C1 et C2. On nous donne la température T, c'est 298 Kelvin, et mu1 0 moins mu2 0, c'est moins 898 joules par mol. Alors, on répond pour la première question. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Nous avons deux solvants 1 et 2. Les deux solvants sont non miscibles. Alors, on va mettre un solut A dans le solvant 1 et le même solut A, on va le mettre aussi dans le solvant 2. Donc, on aura deux solutions. Et pour A, qui est notre soluté, il aura un potentiel chimique mu1 dans le solvant 1, mu2 dans le solvant 2. Et il aura aussi un potentiel standard mu1 0 dans le solvant 1 et mu1 0 dans le solvant 2. La première question nous dit quelle relation a-t-on à l'équilibre? Là, on note bien le terme l'équilibre entre mu1 et mu2 pour ce qui est du solvant A. Alors on sait que lorsqu'on a deux phases à l'équilibre, nous avons la même température, la même pression et le même potentiel chimique. On va donc dire que mu1 égale à mu2 car on a l'équilibre. Pour la deuxième question, et on nous dit d'abord, pour la deuxième question, on nous dit déduire que nous avons la relation C1 est égale, la relation C2 sur C1 est égale à K. C2, c'est la concentration de A dans la solution, dans le solvant 2, et C1, c'est la concentration de A dans le solvant 1. Nous sommes toujours à l'équilibre, et tout en sachant que les solutions sont idéales. Alors, d'abord, quelle est la relation du potentiel chimique? On sait que mu est égal à mu 0 plus RT ln A. A, c'est l'activité chimique. Mais comme les solutions sont idéales, alors on va dire mu égale à mu 0 plus RT ln C sur C0. Alors, mu1, donc puisque nous avons deux solvants différents, on va dire mu1, c'est mu1 0 de T, plus RT ln C1 sur C0. C0, c'est 1 mol par litre. C'est une concentration molaire de référence, juste pour enlever l'unité. Donc on ne calcule pas le logarithme d'un nombre avec une unité. Et dans la solution 2, on va dire mu2 de T, c'est mu2 0 de T, plus RT ln C2 sur C0. Alors, nous sommes à l'équilibre. Ça veut dire mu1 est égal à mu2. Si mu1 est égal à mu2, ça veut dire mu1 0 de T plus RT ln C1 sur C0, c'est égal à mu2 0 de T plus RT ln C2 sur C0. On va donc faire la différence. mu1 égale à mu2, donc mu1 0 de T moins mu2 0 de T, c'est RT ln C2 sur C1. Et là, on peut introduire, pour enlever le logarithme, on va faire l'exponentielle, on va dire C2 sur C1, c'est exponentielle mu1 0 de T moins mu2 0 de T, le tout sur RT. On nous a donné mu1 0 moins mu2 0, on nous a donné la température, donc on peut remplacer et on trouve 0,7. Et 0,7, donc c'est effectivement une constante, c'est la constante K dont on nous a parlé. Pour la troisième question, maintenant on nous dit que dans un récipient, on verse 1 litre d'eau. Le solvant 1 maintenant, c'est de l'eau, et le solvant 2, c'est le benzène. Et le solut A, c'est le phénol. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis donc 1 litre de solvant de ce d'eau et 1 litre de benzène. Les deux sont non miscibles et on a versé une millimole de, pour ce qui est du composé A. Donc pour ce qui est de A, on a versé une millimole.
Le A, on l'a versé donc dans le récipient, ça veut dire qu'il y aura donc une quantité de A qui va aller dans le solvant, dans l'eau, et une quantité de A qui va aller dans le benzène. On ne sait pas ça vaut combien. Alors, on nous dit que A il se dissout, donc le phénol il se dissout dans l'eau et le benzène. Alors, déterminer C1 et C2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va partir du fait que nous avons C2 sur C1, c'est 0,7. On l'a déjà déterminé pour la question numéro 2. Maintenant, on nous demande de trouver C1 et C2. Donc, il nous faut deux équations. La première équation, nous l'avons. On va chercher la deuxième équation. Alors, on va dire évaluer C1 plus C2. Alors, C1 plus C2, c'est N1 sur V1 plus N2 sur V2, tout simplement. La concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Sauf qu'ici, le volume de l'eau, c'est 1 litre. Le volume du benzène, c'est 1 litre. Donc, V1, c'est égal à V2, c'est égal à V. Donc, on va mettre, donc on va remplacer, on va dire C1 plus C2, c'est N1 sur V plus N2 sur V, c'est-à-dire N1 plus N2, le tout sur V. Alors, N1 plus N2, c'est la quantité, donc N1 c'est la quantité de phénol dans le solvant 1, et N2 c'est la quantité de phénol dans le solvant 2, et la quantité totale c'est 0,001 mol, c'est 1 millimol par litre. Alors on va dire, c'est 0,0, et le volume V c'est 1 litre, on va dire, donc c'est égal à 0,001 sur 1, ça veut dire 0,001 mol par litre. Et donc on a trouvé une autre équation qui relie C1 et C2. Donc on peut constituer notre système de deux équations à deux inconnus. C2 sur C1 c'est 0,7, C2 plus C1 c'est 0,001. On résout ce système et on trouve C1 c'est 0,59 millimol par litre et C2 c'est 0,41 millimol par litre. L'exercice 5, on nous dit 1 litre de solution contient 10 ml de HCl à 1 mol par litre, 7,5 ml de H2SO4 à 2 mol par litre, 5,55 g de CaCl2 de masse molaire 111 g par mol et 14,4 g de glucose de masse molaire 180 g par mol. Alors on nous dit les électrolytes sont supposés entièrement dissociables. Alors on nous demande de calculer l'osmolarité de la solution. On répond, on sait que l'osmolarité d'une solution, c'est la somme des osmolarités de tous les solutés. La somme sur I, oméga I, ça veut dire la somme sur I de 1 plus alpha I par bêta I moins 1 multiplié par CI. Alors ici, nous avons HCl, H2SO4, CaCl2 et glucose. Alors on va calculer séparément l'osmolarité de chacun de ces solutés. On commence par HCl. Alors d'abord, HCl, on sait qu'il se dissocie en donnant H+, plus Cl-. Un ion H+, et un ion Cl-, ce qui veut dire que bêta est égal à 2. Ensuite, alpha, c'est égal à 1 parce que c'est un électrolyte fort. On nous dit ils sont supposés entièrement dissociables, ça veut dire c'est un électrolyte fort. Maintenant, oméga, on sait d'abord que oméga s'écrit en fonction de C, alors on va calculer la concentration de HCl. Alors la concentration de HCl, c'est par définition le nombre, comme on le sait, le nombre de moles des HCl sur le volume de la solution. Le volume de la solution, on nous l'a dit, c'est 1 litre. Mais le nombre de moles de HCl, comment qu'on va l'obtenir? On regarde les données. Alors on dit, on a 10 millilitres de HCl à 1 mol par litre. Là, on va calculer le nombre de moles de HCl qu'on avait avant de les mettre dans la solution. On sait que le nombre de moles ne varie pas. Si on a 2 morceaux de sucre dans un verre d'eau, ça reste 2 morceaux de sucre dans, par exemple, 1 litre d'eau. Ça ne change pas. Alors, le nombre de moles de HCl, c'est égal à C fois V. C, c'est quoi? C, c'est 1 mol par litre et V, c'est 10 millilitres. C'est-à-dire, le volume, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3, on convertit en litres. Et la concentration, c'est 1 et on obtient 10 puissance moins 2 mol. D'où que la concentration de HCl, c'est 10 à la puissance moins 2 mol sur 1, parce que 1, c'est 1 litre, le volume de la solution. Et on obtient 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et l'osmolarité dans ce cas-là, elle s'écrit 1 plus 1 c'est alpha, par 2 moins 1, 2 c'est bêta, par CHCl. Tout calcul fait, on va trouver 2 fois CHCl, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance moins 2 osmoles par litre, qui deviennent 20 milliosmoles par litre quand on les convertit
en milliosmoles par litre. Alors, H2SO4, on lui fait sa réaction de dissociation. H2SO4, ça nous donne 2H+, plus SO4 de moins, 2 ions H+, 1 ion SO4 de moins, ça veut dire bêta est égal à 3. Aussi, on va dire la même chose qu'on avait dite pour HCl, c'est un électrolyte fort, donc alpha est égal à 1. Maintenant, on va calculer la concentration de H2SO4, sachant que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume, et sachant que le nombre de moles, c'est C par V. La concentration qui nous a été donnée, on nous a dit 7,5 ml de H2SO4 à 2 moles par litre, c'est-à-dire la concentration c'est 2, et le volume c'est 7,5 fois 10 à la puissance moins 3. Et tout calcul fait, on trouve 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. D'où que la concentration de H2SO4, elle s'écrit 1,5 fois 10 à la puissance moins 2, le tout divisé par 1, c'est-à-dire 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 moles par litre. L'osmolarité maintenant, on remplace alpha et bêta par leur valeur et on obtient l'osmolarité de H2SO4, c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 osmoles par litre, c'est-à-dire 45 milliosmoles par litre. On passe maintenant à CaCl2. La réaction de dissociation, c'est CaCl2, il nous donne Ca2+, plus 2Cl-. Donc bêta, c'est égal à 3. Alpha aussi, c'est égal à 1 parce que c'est un électrolyte fort. La concentration de CaCl2, c'est le nombre de moles de CaCl2 divisé par le volume de la solution. Alors le nombre de moles de CaCl2, on nous a donné dans l'exercice, on a 5,55 g de CaCl2, de masse molaire 111 g. Donc ici, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Et on remplace, on va trouver 5 fois 10 à la puissance moins 2 moles, d'où que la concentration de CaCl2, ça devient 5 fois 10 à la puissance moins 2 moles par litre. L'osmolarité, on fait pareil, comme on a fait pour H2SO4 et HCl. On remplace alpha par 1 et bêta par 3, et on obtient 15 fois 10 à la puissance moins 2 osmoles par litre, c'est-à-dire 150 milliosmoles par litre. Alors, le glucose, c'est un non-électrolyte, on le rappelle. Alors, puisque c'est un non-électrolyte, ça veut dire l'oméga est égal à C directement. La concentration osmolaire, c'est la concentration molaire. Bien sûr, chacune a sa propre unité, mais en quantité, c'est la même chose. Alors, on va dire la concentration, on va calculer donc la concentration N de glucose sur V solution, le nombre de moles de glucose sur le volume de la solution, le nombre de moles de glucose, puisqu'on nous dit qu'on met 14,4 g et la masse molaire c'est 180 g, donc le nombre de moles de glucose c'est 14, c'est la masse sur la masse molaire, c'est 14,4 sur 180, on obtient 8 fois 10 à la puissance moins 2 moles. Et la molarité donc du glucose c'est 8 fois 10 à la puissance moins 2 moles par litre, et l'osmolarité c'est aussi 8 fois 10 à la puissance moins 2 osmoles par litre, c'est-à-dire 80 milliosmoles par litre. L'osmolarité de la solution, bien l'osmolarité totale, elle s'écrit oméga, donc c'est l'osmolarité de HCl, plus celle de H2SO4, plus celle de CaCl2, plus celle du glucose, et on obtient 295 milliosmoles par litre. L'exercice suivant nous dit dans 1 litre d'urine d'abaissement cryoscopique moins 1,4 degrés Celsius, on a trouvé 11,7 g de NaCl et 15 g d'urée de masse molaire 60 g par mol. Alors la première question, calculer l'osmolarité totale, puis celle, c'est-à-dire les osmolarités de NaCl et de l'urée. La deuxième question, que peut-on en conclure? Peut-on imputer cet excès d'osmolarité à l'albumine de masse molaire 70 000 g par mois, c'est-à-dire 70 kg? Et quelle autre substance faut-il chercher? Et on nous donne KCr pour l'eau, c'est 1,86 degrés C kg par osmole. On répond. Alors dans la première question, on nous demande de calculer l'osmolarité de la solution, l'osmolarité totale de la solution, sachant qu'on nous a donné delta. L'abaissement cryoscopique est égal à moins 1,4 degrés C, c'est delta T solidification. Alors, on a calculé, comme je viens de le dire, c'est oméga total. On va rappeler que l'abaissement cryoscopique, delta T de solidification, il s'écrit moins KCr oméga total. Alors,
Ça veut dire que oméga total, c'est moins delta T solidification sur KCr. Alors, KCr, c'est égal à quoi? Dans les données, on nous a dit KCr, c'est 1,86 degrés C kg sur osmol. Et là, on nous demande l'osmolarité. On a vu dans le cours que KCr, on l'exprime en degrés C kg par osmol si oméga exprime l'osmolarité. Et aussi, on a dit, si oméga exprime l'osmolarité, alors KCr, c'est en degrés C litres sur osmol. Alors ici, pour l'eau, les urines, le solvant, c'est l'eau. Alors, pour l'eau, on sait que 1 kg d'eau, c'est 1 litre d'eau. Alors, on va dire KCr, c'est 1,86 degrés C kg par osmol. Et c'est aussi 1,86 degrés C litres sur osmol, parce que 1 litre, c'est aussi 1 kg. On remplace delta T par sa valeur qui est égale à moins 1,4 degrés C. Et tout calcul fait, on obtient 0,752 osmol par litre, c'est-à-dire 752 milliosmol par litre. Alors, on a répondu à la première partie, une partie de la première question. Il reste à calculer oméga NaCl et oméga urée. On commence par oméga NaCl. Alors, NaCl, c'est un électrolyte. La relation pour oméga, c'est 1 plus alpha par bêta moins 1 fois C. Alors, on a déjà vu pas mal de fois pour NaCl. On sait que bêta, c'est égal à 2, alpha est égal à 1. Et donc, oméga NaCl, c'est 2 fois C NaCl. On l'a vu dans le cours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait concernant la NaCl? On sait que la masse, c'est 11,7 grammes. Et on sait déjà que la masse molaire de NaCl, c'est 58,5. Alors, on va dire CNaCl, c'est petit m sur grand m fois V. On remplace petit m par 11,7, grand m par 58,5. Le volume, c'est 1 litre. Et on obtient 0,2 mol par litre. Oméga, c'est 2 fois C, ça veut dire qu'oméga, c'est 0,4 osmol par litre, ou bien 400 milliosmol par litre. Pour l'urée maintenant, oméga de l'urée, l'urée, c'est un non-électrolyte, donc oméga de l'urée, c'est égal à C de l'urée. Pareil, on nous a donné la masse de l'urée, c'est 15 grammes, la masse molaire de l'urée, c'est 60 grammes, C de l'urée, c'est petit m sur grand m fois V. On remplace petit m par 15 et grand m par 60 et on obtient 0,25 mol par litre, ce qui nous permet de dire que oméga de l'urée, c'est 0,25 osmol par litre ou bien 250 milliosmol par litre. Dans la deuxième question, on nous dit que peut-on en conclure? Alors, on vient de dire que oméga de l'urée, c'est 250 milliosmol par litre. Oméga de NaCl, c'est 400. 200 plus 400, c'est 250 plus 400, c'est 650. Et oméga total, c'est 752. Alors, on va dire oméga NaCl plus oméga urée, c'est inférieur à oméga total. Normalement, oméga total, c'est oméga de la solution. Et on sait que oméga de la solution, c'est la somme des osmolarités. Ça veut dire, ici, on va dire, il y a un soluté qui manque. Donc, la différence des osmolarités, on la calcule. Oméga total moins la somme de oméga NaCl plus oméga urée, on trouve 109 milliosmol par litre. C'est ça l'excès. Alors, on va dire, il manque un soluté dans l'osmolarité et 109 milliosmol par litre. Alors, on nous dit aussi dans la question, peut-on imputer cet excès d'osmolarité à l'albumine? Et on nous dit que la masse de l'albumine, c'est 70 kg par mol. Alors, si l'excès, c'est de l'albumine, on sait que l'albumine, c'est un non-électrolyte. Ça veut dire oméga albumine, c'est 109 milliosmol par litre. C'est égal aussi à C-albumine, puisque c'est un non-électrolyte. Alors, on va dire la concentration molaire de l'albumine, c'est 109 millimol par litre. Alors, on connaît la concentration molaire de l'albumine. On suppose qu'il y a de l'albumine dans la concentration molaire est de 109 millimol par litre. Alors, on va donc calculer la masse d'albumine qui existe dans un litre d'urine si la concentration de l'albumine est de 109 millimol par litre. On sait que la concentration, c'est la masse sur la masse molaire fois V. La masse molaire, on la connaît, ils nous ont donné c'est 70 000 grammes, le volume c'est 1 litre. La concentration, on suppose que c'est 109, ça existe, donc c'est 109 millimol par litre. Alors on calcule, petit m, la masse de l'albumine qui existe dans ce litre d'urine, c'est albumine, donc c'est égal à C albumine par la masse molaire de l'albumine par le volume, et on trouve 7630 grammes
Ça veut dire que dans 1 litre d'urine, il y a 7,63 kg d'albumine. Ceci est impossible. Bien. Alors, on poursuit la question. Quelle autre substance faut-il chercher? Alors, on va chercher les urines. Ça peut contenir l'albumine, ça peut contenir aussi du glucose. Alors, on va supposer que c'est du glucose. Alors, on fait la même, donc on ne reprend pas les étapes de calcul de la masse, on sait directement que la masse, si c'était du glucose, alors la concentration du glucose aurait été 109 millimoles par litre, et la masse du glucose, ce serait donc C glucose par la masse molaire du glucose par le volume V, sachant que la masse molaire du glucose est 180 grammes par mol. Tout calcul fait, on trouve 19,62 grammes. C'est mieux que 7,63 kg, mais ça reste donc à décider, à des données médicales et tout. Alors ici, on peut dire peut-être que c'est dû au glucose, et sachant que la valeur dans les urines, la masse de glucose par 1 litre d'urine ne doit pas dépasser, la valeur normale, elle ne doit pas dépasser 0,15 grammes par litre. Là, on trouve 19,62 grammes par litre. C'est donc à discuter. On pourrait, donc l'urine, elle peut aussi contenir de la créatinine. Et la masse molaire de la créatinine, c'est 113 grammes par mol. Alors, on peut supposer que c'est de la créatinine. Alors, si c'est la créatinine, on va dire, donc la concentration de la créatinine, c'est 109 millimoles par litre. Et on peut calculer donc la masse de créatinine qui existe dans ce litre d'urine. Alors, tout calcul fait, on va trouver 12,31 grammes de créatinine. Alors, ça pourrait aussi être le cas, parce qu'en fait, on sait que pour les valeurs normales par litre et par 24 heures, pour l'homme, c'est 2,03 grammes par litre. Ça ne doit pas dépasser 2,03 grammes par litre. Et pour la femme, ça ne doit pas dépasser 1,8 grammes par litre par 24 heures, bien sûr. Alors, ça pourrait aussi être de la créatinine. L'essentiel, c'est impossible que ce soit de l'albumine. L'exercice suivant nous dit 4,6 grammes d'alcool éthylique de masse molaire 46 grammes par mol dans 200 millilitres de solvant pur donne une solution qui commence à déposer de la glace à moins 0,93 degrés Celsius. Voilà, donc on fait une solution, on mélange 4,6 grammes d'alcool éthylique dans 200 millilitres de solvant pur, ça peut être de l'eau par exemple, et on remarque que la solution obtenue, elle commence à déposer de la glace à moins 0,93 degrés C, ça c'est la température donc de solidification de la solution. On prend ensuite 5,8 grammes d'un composé non ionisable. Donc on prend ensuite 5,8 grammes d'un composé non ionisable dont on veut connaître la masse molaire. Donc c'est autre chose. Maintenant, on prend 5,8 grammes d'un composé non ionisable dont on veut connaître la masse molaire et on les dissout dans 100 millilitres du même solvant. Donc on fait une autre solution. La masse du soluté, c'est 5,8 grammes. Le volume du solvant, c'est 100 millilitres. Et on trouve que le dépôt de glace commence à moins 0,59 degrés C. Alors nous avons deux solutions. La première solution, le solvant, c'est 200 millilitres. Le soluté, c'est l'alcool éthylique. La masse de ce soluté, c'est 4,6 grammes. La température, donc TS de la solution, donc c'est moins 0,93 degrés C. La deuxième solution, le solvant, c'est le même solvant, c'est 100 millilitres. La masse du soluté, c'est 5,8 grammes. Et T de la solution, la température de solidification de la solution obtenue, c'est moins 0,59 grammes. Les deux solutions, elles ont en commun le solvant. C'est le même solvant. Alors la question, calculer la masse molaire de la substance inconnue, et on nous dit la température de congélation du solvant pur est de 0 degrés Celsius. Alors on répond. On commence par la première solution dans laquelle le soluté C1, c'est l'alcool éthylique, l'éthanol, c'est C2H5OH. Alors, l'éthanol, c'est un non-électrolyte parce que la liaison dans les alcools, c'est une liaison covalente. Alors, on va dire donc on va conclure que puisque c'est un non-électrolyte, on va dire que oméga 1, c'est égal à C1. Oméga, c'est l'osmolarité de la solution 1 qui contient l'alcool. C'est égal à C1, la concentration molaire de notre alcool. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que C1,
par définition, c'est la masse sur la masse molaire par le volume de la solution. Alors, nous avons la masse, c'est 4,6 grammes. Nous avons la masse molaire, c'est 46 grammes. Et le volume de la solution, on ne l'a pas. On a le volume du solvant. Sauf que 4,6 grammes d'alcool, ça n'a presque pas de volume. On va dire que le volume de la solution, c'est presque le volume du solvant. Puisqu'on nous a donné le volume du solvant qui est 200 millilitres. Alors, on va dire le volume de la solution, c'est 200 millilitres. Et on remplace et on va obtenir C1, l'osmolarité de la solution qui contient l'alcool, c'est 0,5 mol par litre. Bien, alors, ça veut dire que oméga 1, c'est 0,5 osmol par litre, c'est-à-dire 500 milliosmol par litre. Maintenant, delta T, on n'a pas donné delta, on a donné la température de congélation de la solution. Alors, on sait que delta T1, d'abord, c'est moins KCR oméga 1. Et donc, delta T1, c'est moins KCR oméga 1. Et delta T1, c'est TS moins 0. TS, c'est la température de congélation de la solution qui est égale à moins 0,93 degrés C. On dit l'énoncé, on nous dit donc 4,6 grammes d'alcool éthylique, donc 200 ml de solvant pur, donne une solution qui commence à déposer de la glace. Donc, moins 0,93 degrés C, c'est la température de solidification, bien de congélation de la solution. Et à la fin de l'exercice, on donne une température de congélation du solvant pur, c'est 0. Alors, delta T1, c'est moins 0,93, moins 0, c'est-à-dire moins 0,93 degrés Celsius. Ensuite, on passe à la deuxième solution qui contient le composé de masse molaire inconnu. Le composé de masse molaire inconnu, on nous dit c'est un composé non ionisable, ça veut dire que oméga 2 égale C2. Voilà. Non ionisable, ça veut dire c'est un non-électrolyte. Alors C2, c'est toujours C, c'est petit m sur grand m fois V. Donc C2, c'est petit m2 sur grand m2 fois V de la solution. Pareil, 5,8 grammes de ce composé non ionisable, ça ne va pas changer grand-chose si on l'ajoute à 100 millilitres de solvant pur, et on va dire le volume de la solution, c'est presque le volume du solvant, c'est 100 millilitres. Alors on connaît petit m2, c'est 5,8 grammes, et on va donc remplacer, on va dire C2, c'est 5,8 sur grand m2 multiplié par 0,1, parce que la solution c'est 0,1, et on laisse grand m2 comme étant une inconnue, puisqu'on ne la connaît pas, et on va écrire oméga 2, c'est 58 sur grand m2, puisque 5,8 sur 0,1, ça revient à 58 sur 1, multiplié par 10 à la puissance 3 pour ramener un milliosmol par litre. Alors, nous avons deux solutions. Nous avons delta T1 et nous avons delta T2. Delta T2, c'est moins KCR oméga 2. Pareil, donc delta T2, c'est la température de la solidification de la solution qui est égale à moins 0,59 degrés C, et T0, c'est celle du solvant qui est 0 degrés C, et donc delta T2, c'est moins 0,59 degrés C. On a delta T1 et on a delta T2, on va les mettre l'une avec l'autre. On va dire delta T1, c'est moins KCR oméga 1. Delta T2, c'est moins KCR oméga 2. On ne nous a pas donné oméga KCR. Alors, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, une méthode, on peut calculer KCR dans la première solution, puisqu'on connaît delta T, on connaît oméga, donc on peut tirer KCR, et on peut ramener à la deuxième solution, puisque delta T2, c'est moins KCR oméga 2. Alors, on peut remplacer KCR par sa valeur, et à ce moment-là, la seule inconnue, ce sera la masse molaire M2. Si on veut gagner du temps, on peut ne pas passer par le calcul de KCR en faisant le rapport. On va dire delta T1 divisé par delta T2, c'est oméga 1 sur oméga 2. Et on remplace oméga 1 par sa valeur et oméga 2 par son expression. Et on obtient tout calcul fait, M2, c'est en remplaçant delta T1 par sa valeur moins 0,93 degrés C et delta T2 moins 0,59 degrés C, tout calcul fait, on trouve 183 grammes par mol. Et on a donc répondu à la question, celle de trouver la masse molaire de la substance inconnue. L'exercice suivant nous dit, sachant qu'une solution 2,24 m d'ammoniac, NH4OH, est iso-osmotique à une solution 1,4 m de chlorure de sodium, déterminer le coefficient de dissociation alpha de NH4OH, la membrane étant considérée semi-perméable. On répond. Alors, on nous dit que
la solution, on a une solution d'ammoniac NH4OH. NH4OH, il se dissocie en donnant NH plus 4 plus OH moins. Donc, bêta est égal à 2. Et aussi, on sait que NH4OH, c'est une base faible. Donc, on ne connaît pas alpha. On sait que alpha, il devrait être inférieur à 1. Mais on ne le connaît pas, on va le calculer. Alors, oméga pour NH4OH, en remplaçant, en utilisant la relation 1 plus alpha par bêta moins 1 par C. Donc, on développe, donc 1 plus alpha par 2 moins 1, et on aboutit à 1 plus alpha, oméga NH4OH, c'est 1 plus alpha par C NH4OH. La concentration molaire de NH4OH, elle est donnée, puisqu'on nous dit 2,24 m, c'est 2,24 mol par litre. On passe maintenant à la deuxième solution, celle de chlorure de sodium. On sait que c'est un électrolyte fort, donc on va dire oméga NaCl, c'est 2 fois C NaCl, on l'a vu donc dans le cours et dans les exercices. La concentration molaire de NaCl, on nous a dit la solution de chlorure de sodium, c'est une solution 1,4 m, ça veut dire 1,4 mol par litre. Maintenant, ces deux solutions sont isotoniques, elles sont iso-osmotiques et la membrane qui les sépare est une membrane semi-perméable. On a vu dans le cours que lorsqu'on a une isotonicité avec une membrane semi-perméable, ça veut dire qu'on a une iso-osmolarité. Ce qui revient à dire que oméga NaCl, c'est oméga NH4OH. Donc on remplace, c'est-à-dire 1 plus alpha par C NH4OH, c'est 2 fois C NaCl. La seule inconnue, c'est alpha. Et on la tire. Alpha, c'est 2 fois C NaCl sur C NH4OH moins 1, ce qui nous donne 0,25. C'est le coefficient de dissociation alpha de l'ammoniac.